Bonjour, vous êtes compositeur, organiste, je ne sais pas dans quel ordre on dit. Vous avez été directeur général du Théâtre de la Monnaie de Bruxelles, puis directeur général du Festival d'Aix. Bernard Foccroulle, bonjour. Bonjour. Si je vous reçois aujourd'hui, c'est pour évoquer une œuvre qui va être donnée pour la première fois à Cherbourg et puis dans d'autres lieux et au Théâtre des Bouffes du Nord à Paris, dans le cadre de la Belle Saison, une œuvre que vous consacrez au journal d'Hélène Baird. Ce journal d'Hélène Baird dont vous avez tiré des passages pour en faire alors un mélodrame, un monodrame, qui sera incarné par la mezzo-soprano Adèle Charvet aux côtés du quatuor Bella et de Jeanne Bleuze au piano. Donc ce journal d'Hélène Baird dont vous avez eu connaissance il y a 5 ans à peu près, Bernard Foccroulle, depuis vous hante et vous avez été amené à en tirer cette œuvre qu'on aura bientôt j'allais pas dire le plaisir parce que le mot est totalement inapproprié, mais disons l'émotion d'écouter bientôt. Donc ce journal, dès que vous en avez eu connaissance, il s'est ancré en vous. Oui, la première lecture du journal a été une découverte, quasiment un coup de foudre. Mais avant cela, il y avait eu la demande ou la proposition, disons, du quatuor Bella. Début 2018, il m'avait parlé de leur écrire une composition qui soit pas un quatuor court, mais qui fasse une soirée complète. Je leur avais dit, une soirée complète de quatuor, c'est quand même un peu austère, c'est peut-être ingrat, donc il faudrait sans doute une voix. Oui, très bien, une voix. Bon. Puis c'est resté comme ça, un peu en jachère. Et à l'automne 2018, un ami m'a offert le livre du journal d'Hélène Baird, que j'ai lu. Et là, je me suis tout d'un coup rendu compte d'une évidence. C'est évident que ce texte-là appelait, à mes yeux, un rapport à la musique. Et la musique est présente pendant tout ce journal, elle est très présente dans la vie d'Hélène à Paris. Et du coup, je me suis dit, et en plus, le quatuor aussi, elle joue du violon, elle fait du quatuor, elle joue des sonates de Beethoven avec sa sœur Denise. Donc la musique est omniprésente dans ce journal. Et j'espère que la musique peut apporter, dans un grand respect du texte, des lignes rouges qui le traversent, apporter cette émotion qui va un petit peu au-delà des mots. Alors ce journal a été écrit par une jeune femme, Hélène Baird, qui était née en 1921, donc qui est à Paris pendant l'occupation. Elle commence à écrire ce journal en avril 1942, parce qu'elle pressent que les choses de dramatiques vont devenir épouvantables. Il s'interrompt en novembre 1942, elle le reprend en août 1943, jusqu'à sa déportation en mars 1944, déportation dont elle ne reviendra pas. Et ce journal donc avait été conservé par une proche de la famille qui l'a transmis à on peut dire son grand amour, Jean Morawiecki, qui l'a conservé pieusement, et puis finalement la nièce d'Hélène Baird, Maria Job, l'a fait éditer en 2008, et c'est ce travail d'édition qui après a permis la pérennité de cette œuvre importante. Alors cette œuvre, elle frappe d'abord parce qu'il y a une écriture magnifique. Absolument. Oui, on peut peut-être s'arrêter un instant sur la qualité littéraire qui est absolument étonnante. On a le sentiment, en lisant ce journal, d'une écrivain en herbe. Et d'ailleurs, quand on voit le manuscrit, il n'y a pratiquement pas de rature. C'est sans repentir, c'est une qualité d'écriture, une qualité de pensée. Il y a pas mal de rapports avec la littérature anglaise, puisque à cette époque, elle étudie la littérature anglaise à la Sorbonne. Elle allait commencer une thèse, et puis, comme elle est juive, elle en est empêchée. Mais elle est complètement imprégnée de cette littérature anglaise. Je pense d'ailleurs qu'elle est parfaite bilingue. Et dans des lettres que j'ai pu lire plus récemment, je vois qu'elle possède l'anglais dans la vie courante d'une manière tout à fait exceptionnelle. Mais effectivement, cette qualité littéraire est quelque chose de très stupéfiant. Donc on a à la fois une qualité d'inspiration musicale, un témoignage sur la vie quotidienne à Paris dans ces années 1942-1944. Et ce qui m'a beaucoup touché, c'est que il y a beaucoup plus qu'un sentiment
du drame qui va arriver. Il y a bien sûr cela qui traverse tout le journal et qui va en... Il y a une sorte de descente en enfer dans ce texte. Et en même temps, il y a une lumière incroyable. Peut-être plus au début, parce que le début est plus marqué par le rapport à la nature, la joie de vivre. Il y a une joie de vivre qui est absolument sublime, émouvante, qui sera là malgré tout jusqu'au bout. Et donc, dans la première partie du journal, on a cette lumière non sans obscurité. Et dans la deuxième partie, même si le récit devient de plus en plus dramatique, de plus en plus désespéré, il y a toujours quelque part une lumière qui est là. Et je trouve comme musicien, c'est quelque chose qui m'a parlé. C'est que ce n'est jamais univoque, si vous voulez. Il y a toujours des choses qui se complètent, qui s'équilibrent les unes les autres. Alors Bernard Foccroulle, ce qui a dû résonner en vous en plus, c'est que c'est, vous le disiez, une musicienne, une violoniste d'un très bon niveau, puisque elle dit qu'elle joue le concerto de Bach pour 2 violons, elle joue le quintet La Truite de Schubert. Ça permet aussi d'avoir un portrait de la connaissance de la culture musicale d'une jeune femme de ce milieu bourgeois à l'époque. Elle parle de l'amour et la vie d'une femme de Schumann, ce qui d'ailleurs pourrait faire presque un autoportrait. Ça a résonné en vous. Elle parle beaucoup des quatuors de Beethoven qui pour vous ont une place centrale, Bernard Foccroulle. Oui, on sent que la personnalité de Beethoven est sans doute Beethoven est sans doute le musicien qui l'inspire le plus. Elle parle à plusieurs reprises de quatuors, elle en joue, elle va les écouter, il écoute des disques. Son ami Jean Morawiecki lui apporte des disques, ils vont écouter ensemble le magnifique mouvement lent du 15e quatuor, le fameux Heiliger Dankgesang, ce chant de gratitude incroyable qui dure à lui seul plus d'un quart d'heure de musique absolument sublimissime. Mais il y a d'autres citations, d'autres évocations de Beethoven. Et il me semble que ce n'est pas complètement par hasard. Il me semble que, en particulier, le monde des quatuors de Beethoven, même si elle n'en parlait pas, je pense que c'est ce que l'on pourrait trouver aujourd'hui de plus proche de l'univers qui est le sien. Donc il y a sans doute un phénomène de miroir. Elle trouve dans la musique de Beethoven à la fois un écho, un miroir, une résonance qui lui est vraiment naturelle. Alors ce qui est en plus poignant dans ce livre, enfin tout au long de ce livre, on est pris par l'émotion, mais c'est la place de la culture, c'est-à-dire que cette jeune femme qui au sein de sa famille est prise dans une tourmente épouvantable et va finir par être déportée, tout son entourage, d'ailleurs son père à un moment est arrêté à Drancy, moyennant une rançon, il est relâché quelques mois après, c'est la place de la culture, c'est-à-dire qu'on pourrait se dire que finalement les préoccupations sont beaucoup plus terre-à-terre et quotidiennes, mais c'est que pour quelqu'un qui est dans une situation aussi épouvantable, la culture a une résonance essentielle. Ça aussi, ça a dû vous frapper. Oui, bien sûr que ça m'a beaucoup touché. Bien sûr, on sent que la culture dans cette famille, elle imprègne la vie de tous les jours, avant la guerre, et elle continue à l'imprimer pendant la guerre, et probablement, et on a beaucoup de témoignages de cela dans différentes situations de conflit, probablement que les situations de conflit accroissent encore la nécessité, l'urgence du rapport notamment à la musique, à la littérature, etc. Ce qui est vraiment frappant dans ce travail, dans cette écriture d'Hélène Baird, c'est aussi que cette musique, elle la partage avec sa sœur qui est pianiste. C'est la raison pour laquelle j'ai choisi d'ailleurs une pianiste qui vienne en complément du quatuor à cordes. Donc ça devient en fait un quintet à clavier et bien sûr une chanteuse. Mais on sent cette sororité qui traverse le livre. Et puis l'amitié avec toute une série de garçons, de filles avec lesquels elle va au concert, enfin en tout cas au début, après ça ne sera plus possible. Et on a cette dégradation étape par étape, l'obligation de porter l'étoile jaune, où elle se pose la question, est-ce que je le fais ou est-ce que je le fais pas? Si je le fais pas, bon, il y a des risques, si je le fais, je marque ma solidarité. Donc, et elle hésite. Bon. Et puis, toutes les étapes progressives de cette descente en enfer qui s'effectue à Paris. Son père emprisonné à Drancy, les Juifs qui ne peuvent plus aller à l'hôpital, enfin, toute une série de choses. Le Veldiv, dont elle parle quasiment en temps réel. Bon, elle n'y est pas, mais elle entend les échos de la déportation.
Et ce que l'on voit très très bien dans son témoignage, c'est la surdité de beaucoup de Parisiens de l'époque, qui ne veulent pas voir, qui ne veulent pas entendre ce qui est en train de se passer. Et puis, bien sûr, il y a la question à laquelle on ne peut pas échapper. Pourquoi diable reste-t-elle à Paris dans cette situation alors que sa sœur, qui se marie, va pouvoir échapper, enfin, s'échapper de Paris et du coup échapper à la mort? Et probablement qu'une des réponses à cette question, c'est son engagement auprès des enfants. Elle travaille beaucoup. Ça devient, surtout à partir du moment où elle n'a plus accès à l'université, son travail, c'est de s'occuper d'enfants orphelins, je pense que c'était une occupation extrêmement importante pour elle, et peut-être est-ce une des raisons, ou même peut-être la raison principale, de son choix de ne pas quitter, de ne pas fuir Paris à cette époque dramatique. Vous parlez d'ailleurs de l'indifférence ou de l'aveuglement de l'entourage. Il y a un passage terrible où quelqu'un, une connaissance, lui dit « Mais ça doit être terrible pour vous de ne plus sortir le soir, de ne plus aller au concert. » Elle dit « Mais comment, avec ce qu'on vit, on peut considérer que ça c'est terrible alors que c'est tellement accessoire par rapport à tout le reste ?» Alors vous avez choisi, Bernard Foccroulle, pour incarner la parole d'Hélène Baird, justement une chanteuse lumineuse, non seulement une voix magnifique, une de nos plus merveilleuses interprètes, mais qui en plus dégage quelque chose de lumineux, c'est Adèle Charvet, donc une voix de mezzo-soprano. C'était l'idée de départ, vous avez travaillé avec elle sur ce très vite, j'ai pensé à une voix de mezzo-soprano, et très vite l'idée d'Adèle Charvet s'est imposée. Adèle est une personnalité solaire, Hélène Baird est une personnalité solaire, donc il y a une rencontre à distance. Après, la raison du choix d'une mezzo-soprano, c'est une raison plutôt vocale et musicale. C'est que il y a dans le timbre d'une mezzo-soprano, il peut y avoir un aigu très riche, et c'est le cas chez Adèle, mais il y a aussi un médium, et il y a du grave. Et ce texte, pour moi, appelait toutes ces couleurs, toutes ces dimensions, sans parler de l'importance du parler, puisque dans la composition, il y a des textes chantés, il y a des textes parlés, il y a des textes parlés sur la musique, et il y a ce que Schoenberg a créé, le Sprechgesang, qui était un chant un peu à la lisière du parler et du chanter. Toute ma vie, je me souviendrai de cet après-midi. Je suis allée avec Jean Saint-Séverin, puis nous avons erré sur les quais. Donc, mon travail a été d'essayer que ce texte soit le plus lisible possible, pendant toute la représentation. On sait qu'un texte chanté perd une partie de sa compréhensibilité, de sa lisibilité, et par contre, il acquiert, grâce au chant précisément, et à la partie instrumentale, un niveau d'émotion qui va au-delà des mots. Et donc c'est sur cet équilibre que j'ai tenté de travailler. Bernard Foccroulle, quand on compose une œuvre à partir d'un tel texte, il y a un poids supplémentaire, parce que vous avez déjà composé des œuvres sur des poèmes de Rilke ou d'autres œuvres vocales, beaucoup, des œuvres d'orgue, des œuvres vocales et instrumentales. Et là, ce poids du journal, c'était un poids supplémentaire, une sorte, ou alors... Je ne sais pas si c'est un poids, ou en tout cas une forme d'inspiration, une force, je dirais même d'inspiration, une énergie. Et peut-être que on peut réfléchir à la chose suivante, c'est que à notre époque où les fake news et les vérités inventées se multiplient, je pense que nous avons besoin de temps en temps, et même de plus en plus souvent sans doute, de retourner à des témoignages réels, à des paroles de vérité. Et là, on est en prise directe sur une parole de vérité. On n'est pas sur une fiction. Je ne dis pas que la fiction a cessé d'avoir du sens aujourd'hui. Au contraire, je pense que nous avons aussi besoin de fiction. Et il y a des exemples magnifiques au cinéma, en littérature, à l'opéra, etc. Mais il y a quelque chose dans une parole qui nous atteint, une parole qui, au départ, n'est pas destinée à être prononcée. C'est un journal intime, et à un moment donné,
elle l'écrit très clairement, c'est un journal qu'elle destine à l'être qu'elle aime. Voilà. Alors, si je peux me permettre, parce que ce journal, on pourrait lire tout à haute voix, mais il y a un passage qui pour moi est tellement symptomatique de la signification de ce journal, si vous me permettez. Elle parle à la fin, on est en février 1944, je revenais de chez Nadine, donc une de ses proches. Le pianiste qui faisait de la musique d'ensemble avec nous a été arrêté lundi avec sa sœur et sans doute déjà déporté. Dénonciation. Madame Jourdan a joué avec Nadine une sonate de Beethoven. Tout à coup, pendant l'adagio, la cruauté et l'injustice insensée de cette nouvelle arrestation, entre 10 000, m'a saisi au cœur. Un garçon si artiste, capable de procurer au monde des joies si pures par son art, cet art qui ne connaît pas les méchancetés humaines et en face la brutalité, la matière qui ignore l'esprit, combien d'âmes qui valaient un prix infini, dépositaires de dons devant lesquels d'autres hommes auraient dû s'incliner, ont-elles été ainsi broyées, brisées par cette brutalité germanique. Je trouve qu'elle résume, elle résume le sort de 6 millions de personnes de manière tellement frappante. Et vous avez choisi un extrait que j'ai moi-même choisi dans la mise en musique, en tout cas le début. Exactement, il y a à la fois une parole au singulier, une parole tout à fait individuelle, personnalisée, singulière, et en même temps, à travers elle, et d'ailleurs, elle dit une phrase absolument sublime que je relisais encore tout à l'heure. Elle dit, en parlant de la déportation, parce qu'elle décrit à un moment donné le wagon de la déportation, donc elle sait ce qui peut se passer à partir de ses visites à Drancy, on lui a raconté comment ça se passe. Elle ne sait peut-être pas à ce moment-là ce qui se passe à l'arrivée, à Auschwitz, mais elle sait la déportation, et c'est déjà d'une cruauté absolue. Et elle dit, mais ce qu'il faudrait, c'est que les récits de chacun des déportés soient préservés et soient transmis. Donc c'est comme si elle touchait à la quasi-impossibilité de raconter cela en termes collectifs et qu'il n'y avait que des paroles singulières et personnelles qui pouvaient le faire, ce qu'elle fait brillamment. Bruit de rafle, à nouveau. Il y en a eu cette nuit. Madame Pesson a alerté maman. Papa dit qu'il faudra envisager le moment de ne plus rester ici. J'ai toujours peur que ce ne soit trop tard. S'ils sonnent, que ferons-nous? Ne pas ouvrir, ils enfonceront la porte. Ouvrir et présenter la carte, une chance sur 100. Essayer de filer, s'ils sont derrière la porte de service. Refaire les lits en vitesse pour qu'ils ne voient pas qu'on vient de partir. Là-haut, le froid, la réaction et la pensée du lendemain à partir duquel il va falloir vivre une vie de traqué. Alors votre œuvre qu'on va découvrir bientôt, elle se divise en 2 parties, c'est-à-dire toute la période justement avril 1942 jusqu'au silence de son journal et la reprise après. Et vous avez choisi au milieu seulement un adagio du 15e quatuor de Beethoven. On se situe sur les sommets. Oui, donc le journal commence au printemps et j'aime beaucoup cette dimension printanière qui est très très présente dans l'écriture du journal et que j'ai tenté aussi de retranscrire dans une certaine juvénilité musicale, quelque chose, voilà, on sent une énergie, une vitalité, un amour de la nature, un amour des gens, etc., qui est absolument magnifique. Et en même temps, il y a déjà la tragédie qui pointe, non sans raison. Et puis, pendant plusieurs mois, elle écrit. C'est un témoignage déjà absolument bouleversant. Et puis, elle va s'arrêter d'écrire. Elle va s'arrêter d'écrire à peu près au moment où celui qui est devenu l'homme qu'elle aime, Jean Morawiecki, a quitté la France, est parti en Afrique du Nord rejoindre la résistance, etc. Elle s'arrête pendant plusieurs mois. Elle va reprendre avec un ton beaucoup plus sombre. Et il m'a semblé que cette interruption, il fallait trouver le moyen de la faire vivre émotionnellement au public. Et donc j'ai choisi ce mouvement du quatuor, du 15e quatuor de Beethoven, ce mouvement lent qui est absolument extraordinaire, hors norme, qui est ce Heiliger Dankgesang, qu'elle cite à plusieurs reprises, et que je cite d'ailleurs un peu plus tôt aussi dans la pièce. Mais là, on écoute la fin de ce mouvement. Il me semble que c'était d'abord la meilleure manière de rendre justice à la présence de Beethoven dans ce journal, mais je pense aussi que
ce moment d'interruption de plusieurs mois dans l'écriture du journal, je crois que c'est 10 mois d'interruption, c'est pas un vide, c'est plein de vécu qu'on peut imaginer à travers ce qu'elle en dit avant, ce qu'elle va en dire après, ce travail avec les enfants, le rapport à la famille, etc. Et de ce point de vue-là, oui, avoir la possibilité aujourd'hui d'aller convoquer Beethoven, ça reste extraordinaire. On a parlé d'Adèle Charvet, bien sûr, qui incarne les mots de Hélène Baird. Donc il y a Jeanne Bleuze au piano et le Quatuor Bella, en les sent très hantés aussi par cette période. Ils ont enregistré des musiques de musiciens déportés à Térésine. Il se fait d'ailleurs que quand j'étais directeur du Festival d'Aix, j'avais invité le Quatuor Bella à donner un concert dédié aux compositeurs de Térésine à l'intérieur du camp d'Émile. Une fois que le camp d'Émile s'est constitué en mémorial, moi j'ai suivi ça de très près, j'ai pas mal d'amis là-bas, et j'espère d'ailleurs que un jour le camp d'Émile accueillera ce projet. On l'espère parce que c'est vrai que ce lieu qui est si près de Aix-en-Provence continue à nous hanter. C'est un lieu aussi. Absolument incroyable. Oui, qui était une briqueterie. Qui était une briqueterie, qui est redevenue après la guerre, ce qui est incroyable, qui a mis très longtemps à être transformé et reconnu comme mémorial et qui reste aujourd'hui un lieu de mémoire absolument étonnant. Bernard Foccolo, avant de découvrir donc ce drame musical composé à partir de fragments du journal d'Hélène Baird avec Adèle Charvet, Jeanne Bleuze, le Quatuor Bella, il me reste à vous remercier infiniment d'avoir été notre invité. Merci à vous.